On existe, nous, Direction des Nouvelles Écritures et du Transmédia, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, depuis l'été 2011. Au moment où Boris Razon, qui était anciennement le rédacteur en chef du Monde.fr, qui avait monté le Monde.fr avec Bruno Patino à l'époque, est arrivé à France Télévisions, à la demande d'ailleurs de Bruno, pour diriger cette entité totalement nouvelle, qui dépend en fait qui dépend à la fois, c'est très particulier, à la fois de la direction des programmes et de la direction du numérique. À l'époque, on avait deux patrons. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un qui dirige à la fois les programmes et le numérique, et ça a vraiment un sens par rapport à l'histoire. Et nous, on en est intimement convaincus, sinon on ne serait pas là, à savoir que le programme et le numérique vont être de plus en plus intimement liés, intimement tricotés, et voilà. Et je pense que on en est donc au stade, je ne sais pas, entre l'enfance et l'adolescence, mais il y a encore, voilà, on est tous très curieux de ce qui va se passer, très attentifs de tout ce qui est nouveaux usages. Marianne le disait tout à l'heure, nous on est là pour observer, pour expérimenter. On fait office de laboratoire, on n'a absolument pas la science infuse. Et d'ailleurs, je parlais d'enfance parce que je pense que on a aussi l'humilité de dire qu'on ne sait pas où on va, qu'on peut se planter. Quelqu'un tout à l'heure qui disait aussi qu'on a le droit de se planter, et quand on est dans un registre d'artisanat, de prototype, qu'on n'a pas envie encore de rentrer dans un dispositif d'industrialisation, de sérialisation des projets. De fait, comme de toute façon pour l'instant il n'y a pas de rentabilité économique, et ça on l'a dit aussi, pourquoi forcément se mettre cette contrainte-là, même si, et il ne faut pas se le cacher, ça fait partie aussi de nos missions, donc d'aller chercher des nouveaux usages, de les rencontrer, de les adresser, et puis à un moment, quand on les aura bien trouvés et définis, et peut-être de commencer à monétiser. On ne va pas dire qu'on est là juste pour la beauté du geste, et qu'on n'a pas pour mission un jour d'arriver à déclencher des choses en termes de monétisation. Voilà, j'ai commencé une très très longue phrase. C'était juste pour revenir, parce qu'il y a plein de petites choses qui ont été déjà évoquées, et puis je pense qu'on y reviendra dans la suite de l'après-midi. Très rapidement sur nos missions, donc nous, on a deux grandes missions qui sont ce qu'on appelle d'un côté les nouvelles écritures et de l'autre côté le transmédia. C'est juste une espèce de typologie pour classer les projets sur lesquels on travaille, mais tout ça c'est de l'ordre des nouvelles écritures audiovisuelles, qu'on soit sur du pur objet web ou du transmédia. Alors, bref rappel de définition, vous savez tous ce qu'est le transmédia. Le transmédia ne comporte pas forcément un volet TV, mais nous, comme on est un groupe de télévision, quand on dit qu'on fait des projets transmédia, a priori, il y a un objet linéaire sur une des antennes du groupe, qui n'est pas forcément d'ailleurs le point de départ du projet. On évoquait aussi la chronologie des médias tout à l'heure. Le film n'est pas forcément le point de départ d'un dispositif transmédia. Il y a des dispositifs qui commencent en amont sur d'autres médias, qu'ils soient numériques ou pas d'ailleurs, parce que quand on dit transmédia, c'est pas forcément un dispositif télé, web. Évidemment, on a parlé de tous les autres formats numériques, tablettes, mobiles, mais ça peut être aussi d'autres supports traditionnels. Ça peut être un livre, ça peut être une expo, ça peut être un film de cinéma. Donc voilà, nos deux activités, elles sont là. Après, je ne vous parle pas de toutes les autres activités du numérique France Télévisions, mais c'est des entités avec lesquelles on travaille de plus en plus. Je vous disais tout à l'heure qu'on était dans l'expérimentation. On va aussi, sur certains projets, aller travailler avec les équipes de téléconnectés. On a parlé d'applications second écran, avec les équipes de Social TV de plus en plus importantes. On travaille beaucoup maintenant des dispositifs qui impliquent les réseaux sociaux. C'est très très important, puisque notre objectif de recherche des nouveaux usages et des audiences, elle va aussi
elle signifie qu'on recherche à toucher des communautés. En fait, aujourd'hui, on ne parle plus d'audience, on parle de communautés, et les communautés, elles sont aussi là, sur les réseaux sociaux. Alors, on a une adresse, ça c'est notre site, c'est le site où vous allez pouvoir retrouver tous les exemples dont je vais vous parler. Je ne vais évidemment pas vous raconter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et tout ce qu'on a mis en branle parce qu'on est aujourd'hui en développement et en production d'une 40aine de projets. Mais si vous avez envie de voir quelque chose d'assez exhaustif, là vous trouverez les projets qui sont en ligne. C'est pas du tout là qu'on attend notre audience parce qu'en fait personne ne tape cette adresse un petit peu sauvage. En fait, nous, on travaille aussi beaucoup la stratégie de diffusion avec des partenaires, notamment des partenaires médias. Ça peut être des médias de presse écrite sur le web, ça peut être la radio. On fait beaucoup de projets avec Radio France, de par notre mission de service public aussi. Mais en fonction du projet, on va aller chercher lemonde.fr, Libé, pas mal de plateformes. Ça peut être aussi des partenaires tels des Dailymotion, des YouTube. En fonction du projet, on va aller chercher les bonnes communautés et on va aller les chercher de là où elles sont. J'aimerais insister sur notre métier à la base, qui est celui de raconter des histoires, comme d'ailleurs pour le linéaire. Et c'est la raison peut-être, c'est une des raisons peut-être pour laquelle finalement il n'y a pas tant d'agences web classiques, type agences qui font du marketing et des choses comme ça, parce qu'en fait le métier c'est quand même à la base de raconter des histoires. Donc il y a des agences web ou producteurs web, ou je ne sais pas comment les appeler, qui se sont créés, mais à la base sur une volonté et sur une passion qui était celle de raconter des histoires. Quel que soit le dispositif qu'on utilise derrière, que ce soit en linéaire ou en non-linéaire, il faut quand même avoir une bonne histoire à raconter. Donc nous, notre cellule, que je vous ai présentée comme un espèce de laboratoire éditorial, a pour mission donc de créer des productions originales pour le web et les nouveaux médias, tester les usages, j'en ai parlé, explorer des expériences inédites, imaginer des formats audacieux, en utilisant bien sûr les outils du numérique, mais ce sont encore une fois des outils. C'est-à-dire qu'on ne décide pas d'abord, tiens, on va utiliser, même si parfois on a une envie de tester telle ou telle nouvelle technologie parce que on se dit, tiens, ça pourrait servir à raconter des histoires, mais c'est pas la techno d'abord. Encore une fois, c'est quelle est la bonne histoire que j'ai envie de raconter, et ensuite je vais trouver le bon dispositif qui va avec. Mais j'y reviendrai. Donc on a quelques principes voilà, qui ont été un peu édictés par notre patron, Boris Razon. Donc rechercher l'expérience, je vous ai dit, l'audience, j'en ai parlé, tester. L'utilisateur doit toujours être au centre. On parle non plus de comment dire, de projet, mais d'expérience utilisateur. C'est très très important, l'expérience. Évidemment, on n'a pas envie de raconter des choses pour alors non pas téléspectateurs, internautes, utilisateurs, joueurs de ennemis, mais voilà, on va quand même aussi essayer d'aller rechercher des audiences, et pour ça, il faut proposer une expérience utilisateur intéressante. Pourquoi je vais avoir envie d'aller faire cette expérience? Parce qu'elle est unique, parce qu'elle va m'apporter quelque chose, parce qu'elle va m'apprendre quelque chose, parce que c'est une expérience. Donc j'en ai parlé un peu, on essaye de tester les technos, et le plus grand principe, c'est évidemment de refuser les principes par principe. Ce qui fait que finalement, voilà, on reste toujours dans le prototype, puisque chaque projet est différent, et à chaque projet, on va avoir envie de tester des histoires nouvelles, des technologies nouvelles, des dispositifs nouveaux et des expériences utilisateurs nouvelles. Je ne reviens pas sur les quelques expériences passées, vous les retrouverez sur le site si vous le souhaitez, mais ça c'était juste, je veux bien revenir juste à la dernière, c'était juste pour vous montrer en fait qu'on a quand même cette mission d'aller tester tous les genres, que ce soit côté web pur et aussi en transmédia. Donc, il est vrai que les premiers objets web qui ont été développés et brillamment par nos collègues d'Arte sont les web documentaires, parce qu'il y avait déjà une profession et des acteurs sur le marché qui étaient sensibles à ce type à cette façon de raconter les histoires.
Les producteurs de documentaires s'y sont mis, et puis on a parlé aussi des journalistes qui assez naturellement sont allés vers ce format-là. On en a développé certains aussi. Maintenant, on travaille aussi le documentaire différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, le documentaire, ça ne veut plus dire grand-chose, et qu'on en est loin de ce que quelqu'un disait tout à l'heure, le documentaire saucissonné et juste proposé en lecture aléatoire avec une petite interface un peu sympa. Voilà. Aujourd'hui, on en parlait avec Alma, on est quand même sur des narrations et des technologies parfois très 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 poussées, même si ça ne se voit pas, et c'est souvent la clé du succès. En transmédia, on travaille avec... Non, j'ai pas fini. On travaille avec toutes les unités de programme des chaînes, de toutes les chaînes. Donc ça c'est important, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment fonctionnent les comités transmédia, parce que c'est important de voir comment on peut rentrer soit par le guichet télé, soit par le guichet nouvelles écritures. Mais on essaie de travailler avec les magazines, on a l'exemple du 20-20h par exemple, les documentaires, la fiction, la jeunesse également. On a initié une très jolie collection d'applications jeunesse, là vous pouvez voir qu'on a coproduit avec Caméra Lucida, autour des 4 saisons d'Antoine. La première c'était le Carnaval des animaux. Il y a un très joli film qui a été fait pour l'antenne de France 3 en coproduction avec le spectacle vivant et la jeunesse. Et derrière, nous, on a travaillé avec FTD et avec Caméra Lucida sur la fabrication d'une appli. Donc de 2 applis aujourd'hui, et puis j'espère que c'est une collection qui va se prolonger parce que c'est très très joli, à destination plutôt des enfants, mais les grands peuvent y trouver leur bonheur aussi. On a initié également une politique de web fiction avec le lancement d'une plateforme associée qui s'appelle Studio 4.0, que Camille évoquait tout à l'heure. Ou quelqu'un d'autre? Non, c'était toi, Pauline. Studio 4.0, en fait, c'est une plateforme qu'on a montée en partenariat avec France 4, qui est vraiment une plateforme dédiée à la web-fiction, donc fiction courte, et pour laquelle qu'on alimente avec de la coproduction. Donc on a initié une série d'appels à idées, en général autour d'une thématique. On avait initié une première thématique autour du monde du travail, dont sont sorties 3 webfictions qui ont été lancées entre octobre au lancement de la plateforme et décembre, dont les opérateurs dont je vous parlerai tout à l'heure. Là, on a lancé un autre appel à projet qui est maintenant clos, mais on a déjà reçu 69 projets. Donc c'est pour vous dire que ça y est, on commence à exister un petit peu sur ce marché-là, sur ce domaine-là. Et puis, comme on ne peut pas produire plus vite que la musique et qu'on n'est qu'une toute petite équipe, on a aussi alimenté cette plateforme avec des acquisitions. Et là, les acquisitions, c'est un petit boulot de fouille et de veille de ce qui se passe sur le net, et en France, mais aussi à l'étranger. On a notamment initié un partenariat avec Tout.tv, qui est le site, la plateforme de Radio-Canada, et on fait des échanges de format court. Et ça, c'est super sympa. Voilà. Parce que les Québécois sont très très forts sur la web-fiction, et ils ont des bons petits programmes bien rigolos. On a également exploré un petit peu le domaine des blogs, et ça, la campagne à vélo, c'était un dispositif entièrement réseaux sociaux. Au départ, on voulait faire un site, c'était 2 journalistes qui étaient venus nous voir à la fin de l'année 2011, et ils nous avaient dit, nous, on part à vélo et on va traverser la France à la rencontre des Français qui votent, ou pas d'ailleurs, et on va un peu leur demander pour qui ils vont voter. Ils sont partis 3 mois, jour pour jour, du 6 février au ciné, et ce qui en est sorti était tellement croustillant que ce dispositif, qui était d'abord un dispositif Facebook, Twitter, ensuite est devenu un blog France TV Info, il y avait une chronique sur France Bleu, on avait également un article hebdomadaire sur Rue 89, un diaporama photo, un feuilleton hebdo, et en fait l'unité documentaire de France 2, 15 minutes, je vais essayer d'aller plus vite.
a tellement aimé, alors on l'a présenté en comité Transmédia Doc, et là, le patron des documentaires de France 2 nous a dit « Ah ben c'est cool, on va en faire un film ». Et donc, on en a fait un 60 minutes pour la case infrarouge, qui a été diffusé à l'antenne de France 2. C'était pour revenir sur cette histoire de parfois il y a des projets qui naissent pure web et qui deviennent transmédia après. Ça a été le cas aussi de, par exemple, cette petite série d'animation qu'on avait fait aussi dans le cadre de la présidentielle, qui s'appelle Grand Chef 2012. Et vous ne les reconnaissez pas, mais ils ont des petites têtes connues. Et ça, c'était 1 minute d'animation produite chaque jour en relation avec l'actualité. C'était un beau challenge parce que l'animation, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais l'animation en général est assez lente à produire, donc c'était une animation très simple, mais il y avait quand même une minute produite par jour. Et ensuite, ces programmes ont été un peu repackagés et rediffusés en format un petit peu différent sur l'antenne de France 4. Les soirs de la présidentielle, d'ailleurs, en contre-programmation des soirées électorales sur France 2 et France 3. C'est bon, cette fois, on peut y aller. Non, mais je vais aller beaucoup plus vite. Par exemple, celui-là, je ne vais pas le présenter parce que je sais qu'il va y avoir une présentation tout à l'heure, mais c'était pour dire que tous les champs nous intéressent, y compris celui du théâtre, ce qui est pas banal pour une chaîne de télévision, mais voilà. On a une véritable expertise en termes de spectacle vivant aussi, donc c'est vrai que c'était assez légitime d'avoir envie de travailler là-dessus. Et puis, je pense que de toute façon, Chloé vous racontera la genèse de ce projet. Donc on peut passer au suivant. Ça c'est un exemple de transmédia, puisque voilà, j'essaye de donner à la fois des exemples pure web et du transmédia. Fais pas ci, fais pas ça, vous connaissez la série. On a travaillé en fiction sur 3 projets cette année. Plus belle la vie, Fais pas ci, fais pas ça, et Les petits meurtres d'Agatha Christie que vous allez tous regarder demain soir. Et ça, en gros, c'est un dispositif assez classique de transmédia fiction, c'est-à-dire que l'idée, quand on est dans des architectures de narration transmédia autour de la fiction, c'est d'explorer les zones d'ombre de la fiction télé sur un autre support. Là, en l'occurrence, on leur a proposé de travailler sur une petite web-série qui est un spin-off de la série Antenne, où en fait, on ne voit jamais les parents, on est du côté des enfants. Et en gros, voilà, c'est fais pas ci, fais pas ça quand les parents sont pas là. Donc c'est la petite web fiction, mais qui ne raconte évidemment pas la même chose que la grande. On peut passer à la suivante. ARG Plus belle la vie, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a avancé totalement masqué dans cette affaire, puisque là, ARG, ça vous parle, Alternate Reality Game, c'est des dispositifs qui mélangent de façon très très fine la fiction et la réalité. Très rapidement, là, l'idée c'était qu'un jour, une des comédiennes de la fiction crée un blog sous son personnage, derrière son personnage de la fiction, mais à destination de tout le monde, essentiellement les fans de Plus belle la vie, mais on le sait, il y en a beaucoup. Et elle lance un débat de société sur le pour ou contre les caméras de vidéosurveillance au Mistral. Et en fait, les gens se sont vraiment complètement pris au jeu et ont participé à ce débat public comme si c'était pour ou contre les caméras de vidéosurveillance dans leur lieu de travail ou n'importe où, comme si c'était vraiment un vrai débat. Au fur et à mesure, la mayonnaise a monté et en gros les internautes ont été impliqués de plus en plus dans l'histoire. Il y avait quand même des épisodes il y a eu 39 épisodes qui ont été modifiés en fonction de l'écriture du scénario, enfin du dispositif d'ARG. Et tout ça pour arriver à un point culminant où en fait, un soir fin juillet, les internautes se sont tous connectés au même moment pour faire tomber le serveur de l'opérateur de caméra de surveillance du Mistral et ils le voient en effet tomber en live pendant l'épisode de ce jour-là. Je vais rapidement, il s'est passé évidemment plein d'événements, ça a duré 3 mois et je vous dis 39 épisodes qui ont été impactés par l'écriture de l'ARG, 39 épisodes de l'antenne. Donc des petites choses qui se passent. Encore une fois, pas intrusif, c'est-à-dire que les gens qui ne regardent que leur feuilleton et qui n'ont pas envie de
d'aller sur les dispositifs nouveaux médias ne sont évidemment pas obligés, mais pour ceux qui font les deux, en même temps, c'est un bonus. Et ça le sera aussi pour les petits meurtres d'Agatha Christie. Parce que je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais le but, en gros, c'est quand même de trouver, de mener son enquête en parallèle et de trouver qui est le tueur avant que ce soit révélé dans la série. C'est une espèce de Cluedo, voilà. Mais bref, allons-y, passons, j'essaye d'aller vite. La plateforme de web fiction, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, je vous en ai parlé également. On travaille aussi en transmédia avec certaines émissions, typiquement en magazine. Il y a le 20-20h, il y a également C'est Politique. Sur ces politiques, en fait, on leur a proposé de faire ce petit module qui est de la data visualisation. C'est pas forcément ça des choses très très compliquées, mais ça fait toujours partie des nouvelles écritures. Et encore une fois, on fait des petits, des moyens et des très très gros projets. Et ça, c'est un petit module, mais qui a le mérite d'exister. Et voilà. Ça, c'est un projet de web fiction. On peut continuer. Les opérateurs aussi. Les opérateurs, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, c'est des jeunes auteurs du web. François Descraques, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'auteur du Visiteur du Futur. D'ailleurs, maintenant, on est coproducteur du Visiteur du Futur. C'est des mecs qui ont des communautés gigantissimes sur le web. Voilà, ils ont eu des prix partout, ils ont une énorme communauté. On vient d'avoir un prix avec le Visiteur du Futur, d'ailleurs, au Web Programme Festival. Le grand prix du public, c'est-à-dire que c'est toute catégorie confondue, le truc qui a été le plus plébiscité par le public. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt un gros producteur classique, avec une petite cellule plus arty, on va dire, qui est allé chercher des jeunes auteurs du web et pour nous proposer cette web série. Et derrière, du coup, nous, on s'est intéressé au gars, à sa communauté, et il avait produit avec 3 francs 6 sous, sans payer ses équipes et dans sa cave ses 2 premières saisons. 3e saison, bingo, il est tombé sur Ankama, on a évoqué Ankama tout à l'heure, qui a dit moi je vous coproduis la saison 3. Il se trouve que moi je connaissais bien Ankama aussi, donc la rencontre s'est faite. Et du coup, de la série produite dans la cave avec zéro, et ben, il se retrouve avec une saison 3 plutôt bien financée, avec 2 coproducteurs assez puissants. Et voilà, et je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais il y aura probablement une saison 4 sans vouloir déplorer la suite, et puis après on verra quoi. Mais ça, c'est vraiment des beaux exemples de réussite. Celui-là, je voulais en parler, c'est un dispositif transmédia et c'est complètement différent de tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. 5 minutes, oui. Parce que, en gros, là, la genèse de ce projet, c'est à un moment, un producteur qui vient nous voir en disant voilà, je fais un film sur le viol, je suis désolée, on a des sujets très gais, mais on a aussi des sujets très sérieux, pour France 5, et on voudrait faire un webdoc. Ils avaient un projet de webdoc qui n'était pas du tout abouti, et d'ailleurs c'est vrai que souvent on reçoit des projets doc, webdoc, et c'est la fausse bonne idée parce que le webdoc est souvent une redite du doc. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir un point de vue, un auteur, un angle, et quand on a un dispositif doc, webdoc, il faut avoir un angle un minimum différent parce qu'on ne peut pas raconter la même chose. Mais on avait quand même envie de faire quelque chose autour de ce sujet, éminemment service public, et en plus on s'est rendu compte qu'il y avait également un film qui était produit sur France 2. Donc à un moment, on a mis tout le monde autour de la table et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire autour de ce sujet compliqué, sachant que voilà, la problématique du viol, c'est ce qui est écrit là, une victime sur 10 ne porte pas plainte. Non, pardon, c'est 9 victimes, c'est une erreur. Une victime sur 10 porte plainte, et en gros, une victime sur 100, son agresseur est poursuivi et condamné. Donc, vous voyez la proportion. Le problème, c'est un problème de parole, c'est un problème de témoignage. C'est pour ça qu'on a appelé cette plateforme Viol, les voix du silence. Et donc, c'est une plateforme entièrement de témoignages. Où on peut retrouver aujourd'hui maintenant les films, mais c'est surtout, on a proposé de pouvoir témoigner photos, vidéos, textes. C'est essentiellement des textes.
on en a tiré un bouquin qui vient de sortir. Ce qui est intéressant avec cet objet, cet outil, c'est qu'on l'a fait vivre pendant plusieurs mois, 4 mois, en fait, entre la semaine de la violence faite aux femmes qui était en novembre jusqu'à la journée pour la femme le 8 mars. Et on a eu énormément de témoignages extrêmement qualitatifs. Alors derrière, il y a évidemment un accompagnement psychologique et juridique pour les victimes qui témoignent. Il y a essentiellement des victimes, évidemment, mais il y a aussi des agresseurs qui ont témoigné, donc c'est assez perturbant. Et juste ce que je voulais dire, c'est que cette plateforme n'est pas amenée à mourir, on n'était pas forcément amené à la faire vivre éternellement, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mise dans les mains d'une association, on a fait un passage de relais, tranquillement, sachant que les bénéfices de la vente du livre, donc Transmédia, vont à cette association. Et voilà, on est très très fiers de cet objet. Je ne sais pas comment l'appeler, hein, c'est clairement pas un web documentaire, c'est une plateforme de témoignage, mais c'est aussi des choses qu'on est capable de faire. Voilà. Suivant. Projet de web fiction associé à un site, une espèce de parodie du Pôle emploi. Donc là, on est dans l'humour un peu caustique et corrosif. Ça, c'est un projet extrêmement expérimental. Voilà. Je vais finir par là, alors. On l'a évoqué tout à l'heure, Pauline l'a évoqué tout à l'heure, dans l'hybridation et la rencontre des genres, on a voulu travailler avec cette réalisatrice de cinéma dont on a mis bien l'univers, et surtout, c'était à l'époque, on avait envie de traiter du désengagement, de l'engagement et du désengagement au sens très large du terme, et on savait que c'était un de ses thèmes de prédilection, et on lui a proposé de travailler sur quelque chose à nos vies, on ne savait pas du tout ce à quoi ça allait ressembler. On a mis un an, plus d'un an pour accoucher de ce projet, et en fait, je vais vous laisser faire l'expérience. Il faut faire l'expérience, il faut s'accrocher un peu. Pour le coup, pour faire un petit peu les post-mortem, on en parlait tout à l'heure, on disait c'est très important, même quand il y a quelque chose de très compliqué, que la promesse soit simple. Là, c'est un tout petit peu obscur, je dirais, ce qui fait que ça reste un petit peu difficile d'y rentrer, mais parce que, effectivement, derrière, c'est très très compliqué. En gros, il y a un moteur de génération de films aléatoires, et en fonction des thématiques et des mots que vous pouvez vous-même choisir, taguer des segments de films, ça vous crée un film qui est donc unique et personnalisé, et il y a comme ça des centaines et des centaines de films possibles. Mais on est dans l'univers de l'édition, et c'est très très beau. Et c'est la musique de Jean-Louis Murat. J'en finirai par la musique, comme ça fait très transmédia. Je sais pas, il y avait d'autres slides après. Si, la sélection des projets, parce que là, ça va faire l'objet des questions. Ouais, voilà. Parce que là... savoir pourquoi, est-ce qu'il y en a d'autres, des bonnes leçons? Parce que par exemple, pour le coup, la plateforme de témoignage sur le viol, c'est vraiment une histoire participative qui a fonctionné. C'est vrai que c'est assez rare, mais est-ce qu'il y a d'autres... En fait, oui, et ça répond aussi à une question qu'on avait tout à l'heure sur la contribution. Moi, je pense... Enfin, on pense tous dans l'équipe que c'est très important d'abord de savoir ce qu'on a à raconter. C'est ça qu'à la base, c'est une histoire, c'est un auteur, c'est un point de vue. Qu'est-ce qu'on veut raconter? En fonction de ça, à qui on va s'adresser? Et ensuite, en fonction de cette communauté que je veux atteindre, quels sont les leviers? Où est-ce que je vais la trouver? Donc, typiquement, sur quelle plateforme je vais aller la chercher? Donc, même si je crée un objet web, eh ben, j'ai totalement intérêt à faire en sorte que cet objet se balade le plus possible, à la différence, comme le disait Marianne, d'une chaîne de télé qui met beaucoup d'argent dans un projet. Elle veut surtout garder l'exclusivité et que ça reste chez elle pour en avoir l'audience. La petite particularité quand on est sur du web, c'est que moi, sur la page Nouvelles Écritures, si tu veux, j'ai 2 personnes et demie qui viennent par jour. J'en ai rien à faire. En revanche, quand j'ai un partenariat avec le monde.fr et que mon truc est en home tous les jours, bah, potentiellement, c'est peut-être 1 million de vues par jour, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est très très important de voir et de pouvoir proposer effectivement des objets qui peuvent s'embarquer sur d'autres sites pour aller chercher les communautés. Et sinon, je trouve aussi qu'il y a tellement de choses sur le web on en parlait tout à l'heure, l'innovation, elle est hyper importante. Donc, en termes d'histoire, déjà pas raconter une histoire qui a été moult fois racontée sur les médias traditionnels
et même sur les nouveaux médias. Je parlais d'un appel à projet fiction tout à l'heure. Sur les 69 projets, on en a reçu 50, c'était les mêmes, par exemple. Donc vraiment, essayer de raconter des histoires qui n'ont pas déjà été racontées plein de fois. Ensuite, trouver les bonnes plateformes et le bon dispositif et les bons outils adaptés pour créer cette fameuse expérience utilisateur qui doit être innovante et intéressante et attractive et séduisante et tout ce que tu veux. Et est-ce que France TV accompagne justement dans cette réflexion sur les médias, les partenaires, la diffusion? On peut accueillir des projets à des stades sans forcément... J'ai parlé des 3 briques, hein, l'histoire, le dispositif et l'expérience utilisateur. La base, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'on reçoit, en gros, on reçoit nous une dizaine de projets par semaine. Là, on a peut-être sur l'année 2012 reçu 450 projets, quelque chose comme ça. Donc on est bien obligé d'être hyper sélectif. A priori, s'il n'y a pas d'histoire, encore une fois, originale, intéressante, nouvelle, voilà, on n'y va pas. En revanche, il peut y avoir dans un projet qui peut se présenter en une page comme en 150 pages. Honnêtement, quand on lit 10 projets par semaine et qu'on n'a que des pavés de 150 pages, on est hyper vénère. Mais voilà, il peut y avoir un projet qui arrive et en fait, il y a une super bonne idée. Et peut-être que ce n'est pas l'intégralité du dispositif qui nous intéresse, mais c'est une super bonne idée. Si on est motivé par ça, on peut effectivement rencontrer l'auteur. Alors, si on rentre en phase de prod, on a besoin d'un producteur. Si on est juste à l'étape du développement, on peut les orienter vers des gens, trouver les bons partenaires, encore une fois, la recherche de talent, la complémentarité, etc. Mais on peut effectivement s'investir sur une idée ou même, je disais tout à l'heure, sur une techno qu'on a envie de tester. Il faut trouver le bon projet derrière, mais ouais. Est-ce que justement sur les projets sur lesquels vous partez en développement, il y en a un grand nombre qui partent en production après ou est-ce qu'il y a un arrêt aussi après le développement? Plutôt. On n'est pas dans les proportions télé où pour 10 projets en dev, il y en a 2 qui partent en prod. Nous, a priori, alors... Si vous partez en développement, c'est que vous avez déjà une bonne idée de la production. Quand même. Après, il y a des choses qui n'aboutissent pas parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on a tourné le truc dans tous les sens et on n'a pas trouvé le bon dispositif. Ça peut arriver. Mais a priori, quand on met de l'argent en développement, on n'est pas du genre à mettre de l'argent par les fenêtres. On en a, on va dire, beaucoup comparativement au web et on en a très peu par rapport à nos collègues des unités de programme. Même si ça, encore une fois, je pense que ça va se rééquilibrer. Mais du coup, ouais, on fait quand même attention à l'argent qu'on engage dans les devs. Et aujourd'hui, on a une nouvelle façon de travailler les projets, vraiment avec des séminaires où on rassemble une équipe de projet, une équipe de talents, et on va s'enfermer 2 ou 3 jours et on tourne le truc dans tous les sens pour être sûr de notre concept, sûr de notre histoire, sûr du dispositif qui va aller avec et sûr de la bonne équipe qui va bien, quoi. Donc a priori, on met quand même toutes les chances du côté de la réussite du projet. Si je peux juste rajouter quelque chose sur cette question sur le développement, elle est vraiment intéressante sur ce type de projet-là, parce que à Arte, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on engage de l'argent en développement pour faire, pas pour voir, on n'a pas les moyens de faire comme procède de la fiction de manière relativement efficace, hein, à lancer des phases d'écriture comme ça très préliminaires sur un certain nombre de choses pour voir, pour en extraire. Je dis la fiction, je ne parle pas spécifiquement de celle d'Arte, mais on sait sur des formats de série fiction, ça se développe comme ça beaucoup, on engage X projets en développement et on poursuit sur, je sais pas, 10-20% d'entre eux. En web, en revanche, cette phase de développement, elle est super importante parce que, comme le dit Voyel, les projets arrivent sous des formes et à des phases d'élaboration extrêmement variées, en inventant des dispositifs et des modèles de production qui n'ont pas été expérimentés. Et du coup, on a besoin tous, à la fois du côté de l'équipe de production et du côté des partenaires, de bien circonscrire un certain nombre de choix, un certain nombre de piliers éditoriaux, techniques, d'hypothèses d'organisation de la production et d'hypothèses de financement, tout simplement. Vous n'engagez pas en production. Sur certains projets, on met beaucoup d'argent. On a tous besoin d'être sûr que ça va aller au bout. Et la phase de développement sert à tester tous ces aspects du projet.
Et en parlant de financement, vous avez parlé des diffuseurs web classiques, enfin pas classiques, mais peut-être plus à même de diffuser, donc il y avait Libé ou Dailymotion. Est-ce qu'ils participent aussi au plan de financement ou pas encore? Très peu, quasiment. Enfin, non, en général. Très concret? De nous ou parce que sinon le monde ou Libé c'est 0, ou c'est 1000 euros. Mais en revanche, ce qui nous amène en termes d'audience, c'est incommensurable. Donc voilà, c'est un échange. Mais donc eux aussi proposent un contenu sur leur site ou sur leur mode de diffusion. C'est vrai qu'on pourrait penser à un moment qu'ils participent au financement des Pour l'instant, c'est comme ça. Ils n'ont pas d'argent pour ça. Je pense qu'ils se débattent déjà avec leur propre cœur de métier. C'est déjà super qu'ils s'investissent dans les œuvres web. Et voilà. Et après, c'est un échange de bons procédés. On va dire, eux, ils nous amènent l'audience et nous, on leur amène du contenu de qualité. Enfin, on espère. A priori, s'ils choisissent de l'embarquer chez eux, c'est que ça les intéresse. Non, non, mais vous avez absolument raison. Enfin, moi, je trouve que c'est une vraie question. Mais il faut se la poser. Il faut arriver à fonctionner dans des schémas qui, encore une fois, sont pas ceux de la diffusion télé. On n'est pas sur des principes d'exclusivité, de territoire fermé, etc. Donc, si vous mettez complètement ça de côté, vous ne réfléchissez plus en termes d'exclus. Il y a un échange de bons procédés. On amène la capacité de produire un objet avec une certaine ambition éditoriale et les moyens qu'il faut pour ça. Eux amènent une visibilité qui sert le projet, pas seulement parce qu'il serait vu et qu'on pourrait aller revendiquer des stades derrière, mais c'est aussi pour un certain nombre de ces projets-là, c'est parce qu'ils sont vus qu'ils existent. Tous les projets contributifs ont existé. Donc, pour l'instant, on s'arrange comme ça. Après, moi je trouve que la question se pose quand Orange n'est pas anodin dans ce circuit-là, c'est pas un pauvre petit partenaire. On aurait envie d'imaginer des schémas de cofinancement avec eux qui nous apporteraient vraiment de l'argent. C'est une vraie question. Encore une fois, aujourd'hui, le marché n'est pas suffisamment mature pour qu'il y ait des vraies logiques et des vrais schémas figés. Et voilà, encore une fois, chaque projet est différent, chaque plan de financement est différent, et ça nous attire d'ailleurs les foudres de nos administrateurs de production parce que voilà, on essaye de bouger des lignes et on est encore dans une phase d'évangélisation du marché. Donc voilà, pour l'instant, on fait ça comme ça parce que encore une fois, échange de bons procédés et on verra si le jour où on arrive dans un truc monétisé, rentable, etc. Alors là, évidemment, se posera la question de l'argent, mais voilà, pour l'instant, on préfère faire que ne pas faire, en fait. Faire en bougeant un petit peu les lignes. Voilà. Mais non, juste pour dire que je pense qu'on est tous ouverts, excusez-moi, on est tous ouverts à des schémas et de distribution et de cofinancement que chaque producteur a la responsabilité d'explorer aussi. Les projets, ce n'est pas nous qui les montons. Je pense qu'on est des partenaires importants dans le montage éditorial et financier de la production, mais je pense que vous tous on compte sur vous aussi pour aller inventer des schémas nouveaux qui reposent sur une certaine inventivité dans les montages contractuels, dans les schémas de distribution, les technologies utilisées, etc. On va prendre une dernière question. Mathilde, parce qu'après, il faut qu'on rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Du coup, vu que pour l'instant, on n'a pas de modèle économique viable, qu'est-ce que vous entrevoyez comme possibilité maintenant que vous êtes parti dans cette voie-là depuis quelques années? Mais moi, cette histoire de modèle économique viable, moi, je ne sais pas comment on pose la question, parce que le service public, il n'est pas là pour gagner de l'argent. C'est pas tellement. La vraie question, c'est est-ce qu'on finance correctement les projets avec l'ambition qu'on leur donne? Ça, c'est une question dont vous pourrez parler avec les producteurs qui sont là. Je pense que grosso modo, sur un certain nombre de projets, oui. On peut toujours se dire qu'il n'y a pas assez d'argent, mais on se dit ça, j'ai l'impression, sur chaque projet ambitieux qui est développé, quel que soit son mode de diffusion et sa nature. La question, c'est est-ce qu'il y a une masse critique qui légitime l'existence d'un réseau professionnel
qui se stabilise, c'est quoi le statut des gens, est-ce que, mais ça c'est des questions je pense qui vont être abordées après, est-ce que la question qui a été posée sur l'histoire du KDAPE tout à l'heure, il me semble que derrière il y a plein de questions sur le statut d'entrepreneur, auto-entrepreneur intermittent des gens qui travaillent sur ce type de projet. Pour nous c'était juste une super bonne nouvelle que France Télévisions se mette à produire des objets de ce type-là, parce que ça voulait dire qu'on allait pouvoir arriver des gens qui pourraient peut-être commencer à vivre de cette activité, ou en tout cas partiellement, et que c'est super important pour qu'il y ait des gens nouveaux, créateurs qui arrivent sur ce domaine-là. Donc c'est ça la question, c'est est-ce que c'est une question de masse critique d'un réseau professionnel. Ça c'est une question qui va se poser aux collectivités territoriales qui ont vocation à financer. Mais c'est là où je reviens à ce que moi je disais tout au début, c'est-à-dire que la production interactive, ce que représente le domaine cofinancé par le service public, c'est quand même la grosse, enfin, c'est super important en termes d'enjeux de création et de service public. Il y a toute la masse d'activités commerciales qui au fond, fait participer pour une bonne partie les mêmes champs. Donc il faut regarder les choses de façon très globale. Les agences web dont on parle, les techniciens, vous pensez bien qu'ils ne gagnent pas leur vie en travaillant que sur les projets France Télévisions RT.